on va évoluer. Bon, moi, je crois que je vous pose encore une autre question ici concernant la diaspora congolaise. Vous êtes vous-même de la diaspora congolaise parce que vous avez vécu en Belgique. Vous connaissez ce qui se passe dans les milieux de la diaspora congolaise. Ici, on parle maintenant d'une diaspora plurielle, c'est-à-dire il y a des gens, parce que les Congolais ne manquent pas de mots. Hein. Il y a une confusion au sein de la diaspora. Bon, nous constatons ceux qui soutiennent le régime d'occupation. Il y a d'autres qui sont ici, ils ont créé une source de dissension au sein de la diaspora. Ici, je voudrais poser la question concernant cette confusion qui s'est passée entre l'UDPS et la PARECO, concernant les traités de Nice. Parce que normalement, avant cette confusion-là, la diaspora était presque unie, parce que nous étions tous en train de combattre l'ennemi. C'est-à-dire l'ennemi, c'est-à-dire les occupants et ceux qui soutiennent le régime de Kabila. Parce qu'ils avaient vraiment peur de fouler les sorts des Européens partout au monde, là où il y a la diaspora congolaise. Mais avec cette confusion-là, on a constaté que non, petit à petit, ils commencent à fréquenter l'Europe, les États-Unis d'Amérique à cause de cette confusion-là. Alors ma question est la suivante. Est-ce qu'au niveau de l'UDPS, si nous, Congo Moko, nous lançons une initiative, par exemple, de réconcilier les cadres de l'UDPS et de la PARECO, c'est ce qui s'est passé, pour qu'ensemble, qu'on puisse essayer de créer un mouvement d'ensemble cohérent, orienté vers un idéal commun, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est de faire face à cette situation-là de notre pays, c'est-à-dire combattre Kabila. Parce que Kabila, au moment où je vous parle ici, lorsqu'il y a eu cette confusion entre l'UDPS et la PARECO, et les pouvoirs de Kinshasa ont commencé à se frotter les mains. On a suivi les porte-parole du gouvernement, il avait fait allusion aussi à ça, la Bermende. Alors nous, à notre niveau ici, à notre mouvement ici, Congo Moko, est-ce que si nous lançons une initiative de dire que voilà, parce que nous tous nous sommes Congolais, la PARECO, ce sont des Congolais, l'UDP, ce sont des Congolais aussi. Bon, bien sûr, même si les dirigeants de la PARECO, ils ont peut-être une histoire un peu qui n'est pas bonne, parce qu'ils ont dirigé avec Mobutu, mais ce sont des Congolais qui ont aussi des initiatives aussi. Alors si nous au niveau des Congo, nous lançons cette invitation-là, de demander au cadre de l'UDPS et de la PARECO de se réconcilier pour essayer de mettre d'abord tout ce qui nous divise à côté et de poursuivre le même combat contre l'occupant. Quelle sera votre réaction? Ma première réaction, c'est déjà de vous dire qu'il n'y a pas de problème entre l'UDPS et la PARECO. L'UDPS lutte contre Kabila, il ne lutte pas contre Rwanda ou un autre membre de la PARECO qui qu'il soit. Je constate au contraire que c'est la PARECO qui a passé son temps à diaboliser le leader de l'UDPS pour rien et à soulever des problèmes qu'il ne maîtrise même pas. Des choses comme la mort de Lumumba et tout ça, il ne maîtrise pas ça. D'ailleurs, on sait que c'est un montage des Mobutistes, ce truc que les Kabilistes ont repris aujourd'hui. Donc ce sont eux qui ont passé leur temps à nous taper dessus. Cette histoire de traité de Nice, puisque vous en avez parlé, et c'est ça qui a donné l'occasion à M. Mwanda de commencer à taper sur l'UDPS. Mais c'est un dossier qui est totalement vide, qui ne nécessitait même pas qu'on fasse tout ce bruit-là. C'est la question que je me pose, moi. Depuis ce jour-là, je me suis dit, mais pourquoi M. Mwanda a fait tant de bruit pour un dossier qu'il connaissait, qu'il savait vide? C'est vide, ce truc-là. Je peux vous le dire, je connais très bien ce dossier, il est vide. Il n'y a rien. Donc tout ce que... C'est vrai, c'était des intentions, c'est une série d'intentions. On a l'intention de... mais il n'y avait rien de concret dans cette histoire. Il n'y a pas de vente d'une partie du territoire, île de Maté, c'est faux. Ce sont des intentions qui ont été émises. Et M. Mwanda, qui avait des représentants dans cette histoire, devait avoir reçu ce rapport. Mais pourquoi il a fait tant de bruit sur cette histoire? C'est là que je me dis, ce n'est pas le dossier, le traité de Nice qui l'intéressait, c'est de diaboliser Étienne Tshisekedi. Pourquoi? Mais récemment ici, de sa prison à La Haye, Jean-Pierre Bemba a donné son quitus pour que son parti participe aux concertations. Tout le monde sait que les concertations, c'est un prétexte que Kabila prend pour se repositionner et pouvoir prolonger son mandat. Tout le monde le sait, ce n'est plus un secret.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, on ne parle même plus de 2016, on commence à parler de 2018 parce qu'ils ont sorti leur histoire de recensement. Donc, tant que le recensement ne sera pas terminé, on ne pourra pas parler d'élection. Et ça peut... Ils vont le commencer en 2015. Ça prendra minimum 2 ans, maximum 3 ans. Vous comprenez où on se retrouve maintenant. Pendant ce temps, c'est Kabila qui va régner, qui, entre autres, est allé cautionner ça, le MLC de Jean-Pierre Bemba. Où est Ngwanda dans tout ça? Pourquoi il ne parle pas? Ça, c'est flagrant, ça, c'est clair. Absolument. Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi, alors que Étienne Tshisekedi ne savait rien de cette histoire de Nice, un truc vide, je vous l'assure, il est vide, on peut en parler ici dans les détails, je vous le dirai, il est vide complètement ce dossier. Pourquoi il a fait tant de bruit? Alors maintenant, vous me parlez de réconciliation, mais on va se réconcilier sur quoi? Parce qu'on ne s'est pas disputé, c'est eux qui ont tapé sur nous. Donc nous, on n'a pas de problème de ça. Et pour nous, d'ailleurs, je vous dis très franchement, pour moi, ce serait encore du folklore de plus, de faire des cérémonies de réconciliation, alors qu'il n'y a rien, on n'est pas ennemis du tout. Moi, je me rappelle d'ailleurs, le gars qui est parti de chez lui ici, notre ami Mena, Roland, quelque temps avant qu'ils déclenchent leur histoire de traité de Nice, j'étais avec lui à Paris, on s'entendait très bien, on s'appelait, il me dit, écoute, il faut qu'on discute sur les actions communes à mener, etc. Donc il n'y avait aucun problème. La dame là qui est candide, à un moment, on était en contact parce qu'il fallait, quand on a fait une conférence de presse commune avec les gens de Nene et tout ça, c'est moi qui devais représenter le parti, mais j'ai été retenu à Bruxelles pour un autre rendez-vous, et donc j'ai demandé à un autre représentant en France, M. Olito, d'y aller. Donc vous voyez, il n'y avait aucun problème. Et pour nous, ça nous est tombé comme la pluie, comme une épée comme ça de Damoclès. Paf, Ngwanda qui se met à parler, traité de Nice. Un truc qui était passé d'ailleurs depuis plus d'1 an. Il n'y avait rien, il n'y avait plus rien. Pourquoi il va réveiller ça? Vous comprenez l'embarras qu'on avait. Donc, aujourd'hui, moi je dis non, je ne vois pas. Pourquoi est-ce que vous devez prendre cette initiative? Non, continuez à faire ce que vous faites, vous le faites bien. Continuez à travailler pour sauver le pays. On va y arriver, on libérera ce pays. Et ce n'est pas la réconciliation à Pareco, soi-disant réconciliation à Pareco UDPS qui va changer quoi que ce soit. Parce qu'il n'y a pas de réconciliation à faire. D'une part, et puis d'autre part, nos deux dirigeants ne sont pas au même endroit. Donc je ne vois pas en quoi moi j'aurais le pouvoir d'aller engager l'UDPS ou Joachim, aller voir un type de la Pareco et commencer à faire, alors que c'est notre président qui engage le parti. Donc, non, ce serait du temps perdu. Faisons ce qu'on fait, c'est plus important. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, je vais donner donc la parole aux membres qui ont d'autres questions et qui peuvent aussi essayer de poser à M. le secrétaire national. Oui, merci. Bon, je profite de cette occasion pour poser ma question. Oui. Ma préoccupation, c'est question de voir les temps. C'est très important. Parce que ça fait très longtemps que les Congolais sont en train de trébucher et de souffrir et de courir dans la misère. Les élections, avant de faire les élections, on s'était vraiment très mobilisés, on a fait beaucoup de bruit, on a fait les tapages et on croyait que cette fois-ci, le changement va venir. Effectivement, on est passé aux élections, on a élu le président, tout le monde a vu ce qu'il y a été. Quand bien même l'UDPS se souscrit dans l'ordre de la non-violence. Mais sitôt que l'UDPS a été élu comme étant président de la République, moi je pense que ça devrait passer dans le cadre de légitime défense, parce que la personne qui est élue par la majorité de tout son peuple, il y a un imposteur qui vient, qui prend le pouvoir, qui a raison. Alors, moi je pense que rester dans cette logique-là, attendre de conscientiser les policiers, les militaires, tout ça, changer les casaques, tout ça, ça prendra le temps. Parce qu'il y a maintenant 2 ans passés, et ils sont en train de changer pour aller vers 2018, tout ça, ainsi de suite. Et le mandat même de 5 ans du président Éric Tshisekedi va toucher à sa fin. Quelle sera la suite? Et vous le savez que ce petit-là du pouvoir ne comprend rien. C'est une bête. Il ne comprend rien, il ne comprendra rien.
Et regardez la situation du Congo, c'est la situation de 70 millions d'habitants. Vous qui avez la chance de faire la politique, réagissez en conséquence par rapport à la situation du peuple. Il faut monter des stratégies réelles et précises qui peuvent faire en sorte que les choses changent. Parce que si vous parlez de la non-violence, nous partons, les années font avancer et les années passent. Le petit reste toujours au pouvoir. Donc, on peut dire, comme on dit à Lingala, est-ce que changement vraiment, réellement, tout palpé changement? Vous avez tenu de bons discours, tout ça, vous avez très bien parlé, tout ça, et ainsi de suite. J'admire ça. Mais est-ce que réellement, il va Congolais, tout le monde a changement? Pourquoi pas? Tout le monde a changement. Parce que, non, depuis ce petit-là au pouvoir, ça fait combien de temps? Tous les Mende, les Bouchabs, tout ça sont les Congolais. Bazawana, Basali déjà, donc base déjà. Et puis, ils sont en train de partir. Ils sont au fond dit, non-violence. Même quand vous parlez que le président parle, c'est depuis qu'il a parlé, tout ça, le 1er décembre, tout ça, pour n'avoir ça va Congolais, message à félicitations. Et il a dit que non, année 2013. Donc, c'est l'année du changement. Au moment quelque part, tout ça, moi, c'est ça l'inquiétude. L'inquiétude, vraiment au fond de moi, tout ça. Oui. Pour voir que non, il fallait, à cette époque-là, étant donné que le président a été élu, là, ça devient automatiquement légitime défense. Et ça, dit la violence, parce que Azali déjà élu aux élections. Donc, il y avait moyen de maximiser les efforts, tout ça, chercher ce qu'il fallait faire pour récupérer l'impérium. Et même s'il fallait que le peuple se soulève, le peuple allait se soulever. Parce que moi, je ne pense pas que Moutoulogo, le président Tshisekedi, dit Azobangalae. Jamais du tout. Je ne crois pas, parce que la population congolaise, tout va se marcher. Et tout le monde a amené changement à Batango. Question maintenant. Mais ma question, c'est, je n'ai même pas une question, c'est une observation, c'est une inquiétude. Tu l'as posé. C'est une inquiétude. C'est un peu une inquiétude. Tu parles de changement de tactique. Non, merci beaucoup mon frère pour la question. Mais je voudrais vous dire ceci. Non-violence, ce n'est pas une faiblesse. Beaucoup de gens comprennent la non-violence comme étant Kiyuma Moroboé. Faible, toi, faible, bon, on accepte de se faire marcher dessus. Non. Est-ce que, parce que vous avez parlé de stratégie, vous avez bien fait d'ailleurs, est-ce que nous nous sommes déjà arrêtés un instant pour nous poser la question de savoir si nous avons épuisé tous les moyens de la non-violence? Vous savez, il y en a combien? Il y a un livre là, j'ai oublié l'auteur, c'est un Clark quelque chose. Le livre il est à Bruxelles, je dois l'acheter d'ailleurs, on me l'a recommandé. Il y a à peu près, si mes souvenirs sont bons, ce type décrit quelque chose comme 98 méthodes pour la lutte non-violente. 98, je pense. Mais est-ce que nous les avons utilisés, nous les avons épuisés? Est-ce que nous avons fait le constat que, bon, maintenant, il n'y a plus rien à faire, il faut qu'à tous en mandoti? Je donne un exemple, un autre exemple, l'ANC. L'ANC a été créée, je crois, en 1907, 6, 7, quelque chose comme ça. Mais elle a commencé sa lutte armée très longtemps après. C'est parce qu'elle a essayé des tas de méthodes et qu'elle est arrivée à un constat qu'il fallait absolument rajouter autre chose à ce qu'il avait fait. C'est ainsi que, bon, ils sont passés par la lutte armée. Et puis ça, il faut dire aussi que il y avait tout le front des pays africains, des pays dits à l'époque des non-alignés, tous ces mouvements qui soutenaient cette lutte armée. C'était beaucoup plus facile. Aujourd'hui, le Congo est dans une situation où, ça je vous le dis, c'est mon opinion, mais je crois que vous serez d'accord avec moi, il n'y a aucun des voisins du Congo qui est avec le peuple congolais. Aucun. Qu'on ne vous trompe pas. Aucun de nos voisins n'est avec le peuple. Donc, si nous commençons une lutte armée qui vient de l'extérieur, elle demande énormément de possibilités. Il faut le soutien de ces pays voisins qui ne viendra sûrement pas. Donc, il faut organiser quelque chose de l'intérieur. Mais de l'intérieur, il y a les risques de
trahison, parce qu'il y a eu des tentatives, je crois que vous êtes au courant. D'ailleurs, il y a même un article de la Libre Belgique qui est sorti il y a quelques mois, où on disait qu'il y a presque chaque mois, il y a des tentatives de coup d'État. Parce qu'il y a toujours des arrestations. On n'en parle pas, mais on arrête des militaires, surtout les ressortissants de l'Équateur et du Kasaï. Les militaires qui sont ressortissants de l'Équateur et du Kasaï, ceux-là sont systématiquement mis aux arrêts. Comme à l'époque de Mobutu, il y avait beaucoup de nos frères de l'Équateur qui étaient dans l'armée. Presque tous les mois, il y avait des arrestations. Parce qu'il y a des dénonciations, vraies ou fausses, ou tout ça, mais soupçons de soulèvement, tentative de soulèvement, etc. Donc ça existe. Donc, quand vous voulez faire une action pareille à l'intérieur du pays, il faut tenir compte de tout ça. Il ne faut pas de fuite. Et il faut être un spécialiste militaire, ce que notre leader n'est pas, et que nous n'avons pas dans la hiérarchie de notre parti. Donc nous ne pouvons pas prendre le risque d'engager des vies humaines et aller risquer de devenir des dirigeants militaires, une formation que nous n'avons jamais reçue. Ça ne s'improvise pas, ces choses-là. Parce que quand vous entamez une lutte armée, vous savez quand elle commence, mais vous ne savez pas quand elle termine. L'adversaire ne va pas se laisser faire non plus. Je vous ai dit ici que les voisins, je prends d'ailleurs les plus connus, le Rwanda et l'Ouganda, ne sont pas contre Kabila. C'est faux. Tout ce qui nous joue là, c'est de la comédie. Ils sont ensemble. Ils font semblant de se disputer parce que ça permettra d'allonger, de prolonger la crise, etc. Ce M23 là, quand on veut infiltrer de nouveaux éléments dans les phares d'essai, on invente une rébellion. Après, on va faire une réconciliation, mais dans les exigences, c'est non, ceux-là, ce sont des Congolais, ils doivent rentrer dans l'armée. Et quand vous regardez l'armée, les plus grands postes, c'est occupé par des officiers rwandophones d'origine, enfin, rwandophones ou rwandais, on va dire, on ne va pas avoir des mots. Donc, l'armée est infiltrée, elle est neutralisée. Donc, c'est compliqué, je vous dis, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Voilà pourquoi je vous ai parlé ici de la détermination. Nous devons être déterminés. Et peut-être qu'avec un peuple debout et une partie même de l'armée, on ne demande pas que toute l'armée, mais une partie de l'armée qui se soulève, ça peut faire un cocktail explosif. Mais ça ne s'invente pas, ça se prépare, ça se calcule, ça se pense. Ce n'est pas parce que vous l'avez dit aujourd'hui que demain nous serons capables de le faire. Donc ce n'est pas évident du tout. Alors voilà, donc je crois que puis il y a quelque chose que j'ai épinglé là quand vous avez dit oui, le président a parlé. Mais il ne faut pas oublier non plus que le président est resté longtemps en résidence surveillée. Donc les journalistes, je ne sais pas si vous avez suivi pendant la francophonie, en octobre passé, il y a presque un an. Il y a eu un reportage bon ici, je ne sais pas en Suède si vous voyez ça, mais je crois sur Internet, il y a tout le monde. Oui, il y a eu un reportage d'une chaîne de télé, Canal Plus France, qui est allé, à un moment donné, ils sont allés devant la résidence, ils ont trouvé le dispositif policier, et ils ont demandé à passer pour aller interviewer le président, on leur a dit non. Donc ils n'avaient pas accès à ces médias par lesquels ils pouvaient faire tout ça. Bon, maintenant qu'on a levé ce dispositif, je peux comprendre maintenant vos critiques. Donc s'il se tait encore pendant un an, je pourrais comprendre encore à ce moment-là que vous critiquez. Donc vous devez aussi tenir compte de ça. Ce n'est pas facile d'organiser une lutte armée parce que ces gens-là, ils sont déterminés aussi à nous maintenir dans cet esclavage. À l'époque de Mobutu, on a vu des villes mortes, des manifestations sans qu'il y ait une lutte armée, et ça a affaibli complètement Mobutu. C'est la même stratégie qu'on peut aussi adopter, d'abord, faire des pressions. Mobutu n'avait pas la même approche qu'aujourd'hui, déjà. Mobutu était congolais, donc, et puis Mobutu avait un certain soutien aussi, malgré que les gens, la majorité en avait marre, mais il continuait à être soutenu dans la population, etc., dans l'armée. Aujourd'hui, c'est différent. La frustration est générale. Même dans l'entourage de Kabila, les gens sont frustrés. Mais la difficulté, c'est de se mettre ensemble. Parce que tout le monde a peur de tout le monde. Ils ont remis cette peur, cette terreur-là qu'on avait déjà évacuée à l'époque de Mobutu.
Mais eux, ils ont ramené ça, avec la cruauté que l'on connaît, qu'on leur connaît, hein, de facilement tuer. Alors, le Congolais a peur de ça. Donc ça, c'est la réalité. Et puis, il y a un truc que j'ai constaté qu'il faut dire. On a tellement approuvé, et c'était déjà le cas peut-être à l'époque de Mobutu, mais c'était encore un peu moins difficile. Aujourd'hui, je vous dis, au Congo, pour vivre au Congo, enfin les Congolais vivent au jour le jour.